Chers amis, bonsoir. C'est notre première rencontre à la passerelle. Nous avons eu une assemblée générale à la ferme du Buot. Vous étiez nombreux, c'était très agréable. Ce soir, on reprend la saison ici. Alors, je ne vais pas vous présenter notre invitée spécialement. Je sais qu'elle vient de Dubaï. C'est un vrai plaisir d'accueillir cette jeune femme qui a écrit donc ce texte aux éditions Viviane Ami et qui mérite qu'on se plonge dedans plutôt que vous en parler avant. Donc c'est son premier roman, c'est quelque chose d'assez fort et on a vraiment cette joie de l'accueillir. Donc vous avez de l'eau et nous allons bavarder toutes les deux à propos de votre livre. Petite, je disais que je voulais me marier avec toi. C'est un très joli titre et c'est aussi un très joli livre. Alors on va commencer in medias res, comme on dit. Donc le titre de votre roman est très touchant. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans notre conversation, vous auriez pu écrire « Petite, je voulais me marier avec toi ». Ça introduisait une notion de volonté, un peu vaine, parce qu'on ne se marie pas avec son père. Mais revenir par ce « je disais » à vos propos d'enfance montre que vous avez pris du recul, mais vous conservez quand même cette innocence merveilleuse de l'enfance qui croit que tout est possible quand on aime. La force de l'amour, elle est là, dans ces mots enfantins. C'est le temps du conte, c'est l'imparfait. Il y a une mise en valeur de cet adjectif « petite » et également de ce « toi » qui va nommer votre père à la fin. La volonté ici, elle est nuancée par l'enfance et c'est un beau titre-phrase et ça donne vraiment beaucoup d'élan à cet amour pour votre père. Et ma première question, étape, sera de vous demander cet amour fou, comment vous l'avez vécu au cœur même de votre famille? Alors, je pense que ça doit marcher maintenant. Je pense vraiment que c'est une histoire finalement qui est la mienne, mais qui, je pense, est également celle de beaucoup d'enfants ou de petites filles, justement, qui ressentent cet amour pur et filial pour un parent. J'en parle aussi dans le livre, je dis justement dans le livre que le père du livre, c'est le soleil de la famille. Tout le monde tourne autour de ce père-là. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi en grandissant dans cette famille finalement. Nous étions 4 filles. Mon père était le seul homme de la famille, donc on était un peu toutes aux petits soins avec lui. Et donc voilà, je voulais également avec ce livre, en quelque sorte, raconter une histoire différente quand elle touche à cette relation père-fille. Moi j'avais l'impression quand je lisais des livres, quand ça touche justement à cette thématique-là, il y a un peu une tendance à mettre en avant des histoires où la relation est violente ou destructrice entre le père et son enfant. C'est vrai. Et c'est peut-être, malheureusement, ça arrive et c'est très malheureux, mais fort heureusement pour la majorité d'entre nous, voilà, nous avons connu des pères aimants, les pères aiment leurs enfants de façon pure. Et donc voilà, moi je voulais en quelque sorte célébrer le père, mettre en avant justement cet amour qu'il peut avoir pour son enfant. Je pense aussi qu'un père peut aimer ses enfants comme une mère aime ses enfants. Et c'était vraiment une façon de sacraliser le père en quelque sorte, à nouveau. Ça m'a beaucoup frappé quand je vous ai vu à la gare déjà. Non pas votre amour pour votre père, mais il y a des mots tellement forts, tellement puissants, vous êtes emporté dans cet amour pour votre père, et quand je vous ai vu si tranquille, si calme, si réservé, je me suis dit que la littérature, ça permettait de dire plein de choses. Parce que quelque part, cette jeune femme que j'accueillais ne ressemblait pas à cette personne qui est éclatée dans ce livre. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, dès le premier chapitre, vous proposez une mise en abîme avec la scène du cimetière, où vous regardez votre père contempler la tombe de son père. Donc, vous découvrez avec douleur que vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule qui compte aux yeux de votre père. Alors, je voudrais revenir à quelques extraits de votre texte.
Vous n'êtes pas effectivement la seule, et voici ce que vous écrivez. Je comprends maintenant que je ne suis pas la seule qui compte pour toi. Contrairement à ce que j'ai eu l'innocence de penser jusqu'ici, je ne suis pas unique à tes yeux, il y en a un autre que tu chéris tout autant. Et donc, en même temps, cette scène, elle met en jeu les deux pères, le vôtre et le sien. Il y a donc deux pères, là. Et ça trace une filiation nécessaire pour ce que vous allez devenir, c'est-à-dire que votre relation à votre père, me semble-t-il, puise dans celle qui fut la sienne à son propre père. Et donc, c'est sans doute cette scène fondatrice aussi, où il va surprendre dans la nuit une conversation entre ses parents. Il va comprendre que son père va l'arracher à l'école. Et c'est ce que vous dites au chapitre 5, et je vais en arriver à ma question. Au chapitre 5, vous dites « Ta renonciation au bonheur me fend le cœur. Je ne peux me résoudre à l'accepter. Tu aurais mérité d'avoir la chance de concrétiser tes rêves. Toi, plus que quiconque, tu étais en droit de revendiquer la gloire et les lauriers. C'est pour cela qu'à mon tour, je me suis engagée à perpétuer tes ambitions, à les assimiler et à les faire devenir réalité, même s'il faut pour cela feindre qu'elles sont miennes. Regarde-moi, je suis une extension de toi. Et je te prouverai qu'ils ont eu tort de croire qu'ils pouvaient décider de ta destinée. Vous comprenez donc que vous n'êtes pas seulement la fille de votre père, mais l'héritière de tout un passé qui va vous construire tel que vous êtes. Je voudrais donc vous demander si votre roman, c'est pas plus largement celui de la paternité. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la première partie du livre, on se focalise beaucoup sur la relation du père avec le grand-père. Votre grand-père, oui. Exactement. En fait, ce livre, de nouveau, je me répète, mais c'est vraiment un livre sur les pères. Ce n'est pas un livre sur la famille, ou ce n'est pas un livre sur la mère ou les frères et sœurs. D'ailleurs, ils sont un peu écartés de l'histoire finalement, parce que c'est vraiment un livre sur les pères. C'est un livre qui va mettre en avant justement la grandeur du père quand il joue son rôle. Et c'est pour ça en fait que vraiment, finalement, c'est l'histoire de l'amour à chaque fois d'un enfant pour son père, et puis un amour qui se passe d'une génération à une autre. Donc l'amour que lui ressentait pour son père, c'est le même amour qu'elle ressent pour son père. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on démarre avec cette scène où elle s'en rend compte pour la première fois. Donc voilà, c'est vraiment un livre, comme vous dites, sur la paternité, oui, sur le père. Le père Goriot aurait été très content d'avoir des filles comme ça, je pense. Et donc, et il y avait 4 filles quand même. Et donc c'est vous qui dites ça de votre père. Donc on reviendra là-dessus parce que j'ai remarqué que vers la fin, votre mère et vos sœurs sont plus présentes. Après cette fameuse scène où vous remontez la voiture dans la neige. Mais on y viendra. Donc vous allez revenir sur cette relation de votre père à son père, parce que le début de votre roman, c'est beaucoup la relation de votre père au sien, et montrer les liens forts qui les unissaient. Par exemple, il y a eu un jour au cimetière, on enterrait son petit frère, nouveau-né, quand son père, donc votre grand-père, le prend dans ses bras et l'emmène loin de cette douleur. Il y a aussi ce jeu d'osselet qu'il va regarder pour faire plaisir à son enfant. Il y a les heures nocturnes passées sur le toit. Il y a les rêves qu'il fait pour que son enfant aille à l'école et soit le premier d'une lignée de paysans à étudier. Très important ça, très très important. L'histoire de sa vie à lui, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école et qui a commencé à travailler si jeune. Donc, ce père, votre grand-père, il pleure à se souvenir. C'est une vie perdue à jamais. Il ne sait pas répondre aux questions de son fils. C'est très très beau aussi ce passage. Le monde reste un mystère pour des gens comme lui. Ça déçoit d'ailleurs son fils, mais il fait le vœu que l'école lui apporte les réponses qui lui manquent. Et donc, très beau moment aussi, page 31, où il lui apporte ses réponses. Voici ce que vous écrivez. Je ne sais pas si c'était la page 31. Non, je ne dois pas lire ça maintenant. Donc, ce vœu ne se réalisera pas. C'est-à-dire que votre père n'ira pas à l'école. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez voulu lui offrir le destin qu'il n'a pas eu? Ce fait qu'il n'aille pas à l'école. Sans doute, oui. Je pense que, comme vous l'avez cité de l'extrait du livre, finalement, la narratrice dit qu'elle est une extension de son père. Donc elle a aussi une responsabilité vis-à-vis de lui. En fait, sa réussite à elle, c'est la réussite de son père, finalement, parce qu'elle est une partie de lui. Et donc voilà, donc
Je pense que surtout ce passage, ça met en avant aussi l'ascension sociale. Oui. On voit que le grand-père, lui, est un paysan qui n'a pas quitté son village, qui n'a même pas mis un pied à l'école, et puis toutes ces questions auxquelles il n'a pas de réponse, que son fils lui pose. Mais on voit finalement, d'une génération à une autre, il y a voilà, on s'élève un peu dans la société. Le père, lui, s'en va, il va en Europe, il va travailler en Europe, il va un peu à l'école et puis il arrête, mais quand même on voit que par rapport à son père, il s'élève, et puis la fille qui, elle, va à l'université et puis qui voyage encore plus, qui va partout, qui explore le monde. Et je pense que c'était aussi une volonté de montrer que via l'immigration, finalement, il y a une ascension sociale qui peut se mettre en place. Alors vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais je voudrais juste vous en parler parce que ça me paraît quand même important. Je ne sais pas si vous avez vu le film des frères Taviani, Padre Padrone. Un film dans lequel le père, justement, enlève ce petit garçon qui est de Sardaigne, c'est un petit sarde, il l'enlève de l'école. Et une très très belle scène, vraiment très belle. Elle me fait vraiment penser à votre livre, comme c'est pas possible, où le fils et le père, ils finissent par plus se comprendre. D'ailleurs, dans votre livre aussi, à la fin, il y a quelque chose comme ça. Et donc, ils finissent par plus se comprendre, et dans la cuisine, le fils écoute Mozart, le concerto pour clarinette. Et le père prend la radio et l'éteint. Le fils se lève et vient l'éteindre. Non, vient la rallumer, je veux dire. Le père se lève et vient l'éteindre. Et ça recommence une troisième fois. Le père, hors de lui, prend la radio et la plonge dans l'eau de l'évier. Donc c'est fini. Et là, ça me fait trop penser à votre père. Et là, le fils se plante, les jambes écartées devant son père, et se met à siffler le concerto pour clarinette. C'est une très grande scène qui montre que le rapport à l'école, et ce que j'ai pas pu faire, eh bien tu vas le faire. Vraiment, c'est un très beau film. Alors, on observe, certes dans votre livre, que certaines scènes se reproduisent. Votre grand-père avait emmené son fils sur ses épaules lors de l'enterrement du nourrisson, et à son tour, votre père va venir au secours de son petit frère, vous vous souvenez, qui est tombé au retour de l'école parce qu'il n'arrivait pas à suivre la marche du plus grand. Alors il faut dire que votre père est agacé par ce petit frère parce qu'il n'aime pas l'école. Et donc, ça semble anodin, mais c'est une scène extrêmement douloureuse, parce qu'elle préfigure tout un destin. Parce que revenir sur ses pas pour secourir le petit, ça fait aussi qu'il oublie ses livres dans la montagne. Et donc, c'est comme le signe du destin, il ne reviendra jamais les chercher, ses livres. C'est terminé pour lui. Il n'ira plus jamais à l'école, comme son propre père avant lui. Et dans la nuit qui suit, il surprend la conversation de ses parents qui disent qu'il faut qu'il quitte l'école. C'est ça aussi qui me faisait penser à Padre Padrone. Cette fatalité, ce retour au même, qui pèse comme ça, est-ce que ce n'est pas la tragédie profonde de ceux qui n'ont pas pu apprendre et devront forcément se soumettre à cette fatalité, à ce servage, pour offrir à leurs descendants des jours meilleurs? C'est très très fort ce que vous dites sur l'école. Vous étiez d'abord une très bonne élève. Oui, je pense que oui. Mais c'est tout à fait ça. Et comme vous dites, dans ce passage-là, justement, oui. On voit que le père, c'est encore un enfant, mais il a des responsabilités. Et donc, il doit mettre de côté son rêve d'étudier, et donc il doit faire face à sa responsabilité. C'est pour ça qu'il revient en arrière, il abandonne ses livres et il s'occupe de son frère, parce que finalement, c'est ce qui est attendu de lui, vu sa situation, la situation dans laquelle il évolue. Et donc la place vraiment prépondérante de l'école, vraiment de l'intérêt de l'école, à quel point l'école peut changer une destinée finalement. Moi, mon propre cas, je suis née en Europe, je suis née en Belgique, où honnêtement on a beaucoup de chance parce qu'on a on peut étudier, on peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais on peut envoyer ses enfants à l'école. Et si j'avais pas eu, peut-être que si j'étais restée en Turquie, j'aurais peut-être pas connu, je serais pas ici aujourd'hui, mais grâce à l'école, grâce finalement à la Belgique qui permet à tous les enfants d'étudier s'ils le veulent et s'ils le peuvent. J'ai pu faire des études, j'ai pu aller à l'université et aujourd'hui je suis ici, donc c'est aussi une manière, en focalisant un peu sur le rôle de l'école dans le développement d'une vie, c'était une manière aussi de dire merci à l'école, en tout cas l'école qu'on retrouve ici dans nos régions. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle?
Non. Parce que voilà, c'est un bel hommage qui est rendu ici. Alors, ce texte, ça m'a frappé à quel point il est construit sur le thème du regard. Alors, ce thème du regard, c'est d'abord ce regard en abîme de l'incipit, où vous regardez votre père regardant la tombe. Ensuite, il y a le regard très fréquent de votre grand-père sur votre père. Et vous écrivez « Son regard rivé sur toi vaut tous les encouragements du monde ». C'est aussi le regard des camarades de sa classe, qui travaillent déjà dans les champs. Le regard des camarades de sa classe est assez douloureux aussi. Voyons si j'ai noté quelque chose à lire ici. Oui. Chaque fois que tu longes les plantations, les cahiers sous le bras, ils te fixent. Alors, ceux qui le fixent, c'est les gens qui ont dû abandonner l'école. Les yeux vidés de leurs rêves, le dos courbé et les doigts gantés enroulés autour des cotonniers. Très beau rythme ternaire ici. Les yeux vidés de leurs rêves, le dos courbé et les doigts gantés enroulés autour des cotonniers. C'est très simple, vous décrivez très très bien le quotidien. C'est très simple, en même temps c'est extrêmement douloureux. C'est aussi le regard de votre grand-père, quand il va se retourner vers son fils dans le champ de coton, quand votre père n'arrive pas à remplir sa banette de coton, et il va lui remplir son panier pour éviter d'avoir un problème avec les propriétaires. C'est aussi le regard que votre père n'accorde pas à sa sœur aînée, quand elle veut quitter son mari. Il ne la regarde pas, pourtant il sait qu'elle le quitte peut-être pour quand elle veut revenir chez elle. C'est encore le regard de ses deux pères sur la cadette qui s'en va rejoindre la nouvelle famille. On est constamment frappé par ce thème du regard dans votre texte. Constamment, on voit des regards. Avant de disparaître, ta sœur cadette se retourne une dernière fois sur le groupe qui est demeuré sur place. La famille la regarde sans tenter de la retenir. Elle insiste, essaie de puiser dans la vision de sa fratrie disloquée la force balancée. Et ses yeux finissent par te trouver. Alors là, il y a une très belle scène aussi. Tu lèves la main et la salues d'un geste qui se veut confiant, tandis que, ne faisant plus aucun effort pour dissimuler sa tristesse, ton frère pleure pour de bon, son verre plein tremblant au bout de ses doigts. L'aîné, venu assister à la scène du départ, est derrière toi. Après avoir réajusté son voile sur ses cheveux, elle fait volte-face et retourne à l'intérieur de la maison, l'air impassible, afin de faire frire la viande qui sera servie aux festivités du soir. Quant à ton père, c'est le grand-père, dont tu devines la peine et le chagrin, il est le dernier à s'en aller. Alors que tout ce monde venu célébrer les noces se disperse pour se préparer aux réjouissances de la nuit, il demeure immobile et silencieux, seul au milieu de la cour. Les yeux secs posés sur l'horizon, il fixe obstinément le point où sa cadette s'éloigne pour rejoindre sa destinée. Il y a vraiment le thème du regard qui est très très marqué, celui aussi que vous échangez avec votre père lors de la remise des prix à l'école. Et il y a aussi le regard quand ils sont deux à regarder le ciel depuis le toit, constamment. J'ai essayé de noter le nombre de fois que vous avez parlé du regard et je me suis lassée de compter. Donc, le regard accompagne tous les moments de crise, tous les moments de rupture, tous les moments d'intensité. Est-ce que ce n'est pas le seul langage que transmettent ceux qui ont l'habitude de se taire, parce que c'est des taiseux tout ça, de se résigner, pour dire que malgré la misère, l'amour existe encore et peut vous porter plus loin. Franchement, quand on a les yeux vides, c'est que tout est fini, non? Mais en fait, quand vous étiez en train de parler justement de l'importance du regard dans le livre, je pensais à ça. Il faut savoir qu'ils n'ont pas grand-chose et ils n'ont rien. Et donc ils ont ce regard sur la vie, sur le monde. Ils sont témoins justement des choses, ils subissent finalement beaucoup. Et le regard, finalement, c'est cette fenêtre sur la vie et puis sur les choses simples également. Ils s'extasient devant le ciel étoilé. Pour eux, c'est... Pour le père qui est alors un enfant, c'est le plus beau spectacle au monde, c'est ce qu'il a, il n'a que ça. Donc pour lui, il y a l'importance justement de cette vue et puis de voir les choses. Et puis je pense aussi que le point de départ également, c'était en fait le regard de mon père. Il avait les yeux marrons, mais avec des reflets verts. Avec des reflets verts. Et donc c'est quelque chose, il est presque le seul dans la famille à voir ça de notre côté, et donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué enfant. Je trouvais ça vraiment, vraiment particulier, et donc je pense aussi que ça a dû peut-être involontairement m'influencer quand j'écrivais le livre, je pense. Et il y a des scènes très récurrentes aussi où votre père et vous vous regardez par un rétroviseur interposé.
Et là, vous êtes derrière, et il vous regarde, et il y a ce lien qui est le lien entre lui et vous, quoi. Le reste de la famille, là, on n'en entend pas parler. Exactement. D'ailleurs, elle se dit qu'elle écrira son histoire à lui en le voyant, en voyant son regard à travers le rétroviseur. Il lui fait un clin d'œil et elle se dit à ce moment-là, ta vie mérite que j'en fasse un livre. Et donc il y a vraiment toujours ce jeu de regard, parce qu'avec un regard, on peut ne rien dire, mais on peut se comprendre aussi. Et dans cette famille-là, justement, ils sont très pudiques. Et donc ils ne se disent pas les choses, mais avec le regard, ils comprennent tout l'amour qu'ils se portent. C'est vraiment très récurrent. Votre père a lu ce livre, ou c'est votre mère qui lui a lu? Parce qu'il me semble que vous aviez dit ça, que votre père ne parlait pas suffisamment français, que votre mère le lui lisait. Et il en a pensé, vous savez ce qu'il en a pensé de votre livre? Exactement, donc lui ne lisait pas très bien le français. Donc c'est ma mère qui lui a lu le livre, et j'avais la chance d'avoir reçu quelques exemplaires pour le service presse, donc j'avais pu lui donner un exemplaire, et donc ma mère lui a lu le livre, et il était très très fier, bien sûr, vraiment vraiment très très fier. Très fier, et sans doute très touché aussi, j'imagine. Très touché également, oui. La première partie de votre roman, elle va s'achever avec le service militaire de votre père. Une épreuve qui va surmonter la tête haute en souvenir de son père, justement, à présent disparu. Alors, il est resté libre dans sa tête, il va accomplir cette promesse qu'il lui a faite un soir, en chemin, au moment de partir. Il a promis de partir. Parce que partir, c'est absolument une nécessité. Voici ce que vous écrivez. Le père, le grand-père, donc dit: promets-moi que tu partiras, dit-il en te serrant le bras avec une force soudaine, surgie de nulle part. Ne croupis pas ici, toi. Donne la possibilité à tes enfants d'obtenir le respect de ces gens qui nous dénigrent lorsqu'ils nous voient passer et raser les murs. Donc, son père n'a pas eu d'autre choix que se résigner, et il l'affirme. Il ne regrette rien, je vous cite, tout ce qu'il a fait, c'est pour vous. C'est ce que vous dites en exergue, d'accord? Il n'a jamais vécu pour lui-même et n'aurait eu aucun mérite à le faire. Il a accepté ce destin. Mais cette résignation, elle n'est jamais venue à bout de l'espoir d'un monde meilleur pour sa descendance. Et c'est bien ça, ce souffle, cet élan vital, ce sacrifice qui va se transmettre aux générations suivantes. Il n'a jamais douté. Allez-y, je vous en prie. Tout à fait. Il y a vraiment... il y a une fatalité qui s'abat sur eux, parce que voilà, ils sont nés dans une condition qui ne leur permettent pas vraiment d'espérer pour eux d'évoluer. Mais donc le seul espoir qu'ils ont, c'est un espoir qu'ils vont projeter sur leur progéniture, finalement. Donc c'est pour ça, et c'est comme ça, moi je pense qu'on obtient une ascension sociale, qu'on peut sortir de sa classe ouvrière ou populaire, et qu'on peut monter les échelons. C'est grâce finalement à l'espoir et au sacrifice finalement des parents, le sacrifice qu'ils acceptent de faire pour leur vie. Et c'est triste dans un sens, parce qu'ils acceptent finalement de renoncer à leur vie, au bonheur, pour que leurs enfants puissent y accéder à leur place. Et je pense que donc ce livre, dans le livre en tout cas, je joue beaucoup entre la fatalité et puis l'espoir. Il y a une fatalité pour le grand-père, mais l'espoir pour son fils. Et puis quand le fils grandit et devient père, à nouveau la fatalité s'abat sur lui, mais il a cet espoir pour sa fille. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... c'est une manière de montrer qu'avec l'espoir, moi je pense vraiment, on peut vraiment sortir de sa condition. Et puis c'est encore plus fort, parce que l'autre grand-père, c'est vis-à-vis de son père, de votre père, mais son père, c'est vis-à-vis de vous, c'est des filles. Et donc, si vous voulez, là, ça prend encore une autre dimension. Parce que c'est pas rien, cette culture. Ah, mais tout à fait. Et ça, vraiment, je suis contente que vous faites cette remarque-ci, parce que, voilà, donc c'est une famille, je pense qu'on devine, on ne le dit jamais, mais on devine une famille musulmane, mais on a vraiment ce père qui pousse, c'est lui qui la pousse à avoir de l'ambition, finalement. La narratrice le dit, finalement, si elle a fait toutes ces choses, elle a voyagé partout, elle a travaillé à l'étranger, elle a étudié, mais elle l'a fait finalement parce que c'est lui qui l'a poussée. C'est lui qui voulait qu'elle ait de l'ambition et qu'elle voit grand et
qu'elle vise haut aussi, et je voulais aussi faire passer ce message, voilà, finalement, on a vraiment ce cliché parfois hein, de famille musulmane, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un père formidable qui a vraiment poussé ses filles à étudier et à travailler dur surtout pour réussir en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est pour ça que la relation grand-père-père elle est importante, et la scène qui les ramène à la maison elle est très symbolique. C'est là que se fait la transmission, parce qu'on longe les plantations de coton. Ce chemin, le grand-père l'a parcouru 100 fois avec son fils sur les épaules, mais lui il sait qu'il restera là où il a vécu, que le chemin est pour son fils à présent. Et votre père il va savoir ça. Votre père il choisit l'exil. Alors c'est un bien improbable Éden. On va voir ce qu'il vit. La leçon de vie qu'ils vous ont donnée, n'est-ce pas celle de convertir cet arrachement du passé en avenir heureux et l'exil en voyage? C'est ça qui est merveilleux. Lui a été exilé, forcé, et vous voyagez. C'est toute une réussite, quoi. La promesse. Ah, c'est pas pareil, bien sûr. On pourrait croire que c'est de l'exil, mais c'est pas la même chose. Non. Lui, c'est comme vous dites, c'est de l'exil forcé. Donc, il doit partir parce qu'il a aucun avenir pour lui, pour sa famille, pour ses enfants dans son pays d'origine. Donc, il doit partir, mais il part et puis il vit toujours avec cette souffrance finalement. L'exil qui est lié, qui est en fait rattaché à la souffrance d'avoir quitté sa terre et voilà, de toujours avoir cette pensée pour l'endroit où on est né. Et d'ailleurs, on va le voir sur la fin. Dans la seconde partie, ce dialogue à une voix, parce que votre livre, c'est un dialogue à une voix, vous entretenez avec votre père, il révèle vraiment cette passion que vous lui portez, et j'emploie vraiment le terme de passion au sens étymologique, imprégné de la souffrance qu'il contient. Vous racontez cette scène où il vient se mettre sur le seuil de la maison pour contempler la pluie sur les corons, il est donc en exil déjà, et vous écrivez « J'aspire à être toi, je te trouve beau ». Dites des choses incroyables quand même. Choses incroyables. Voici ce passage. Pour la première fois, je saisis que les uniques protagonistes de l'histoire de ma vie, c'est nous. Dans un univers que je me suis forgé, dans lequel j'aime me réfugier, les autres sont secondaires et ils ne m'intéressent pas. Ils ne comptent pas. Le comprends-tu? La seule chose qui revêt de l'importance, c'est le partage d'un moment à deux. Te savoir à moi, un instant de ton existence, me suffit. Des mots qui sont très très forts. Très très forts. C'est un amour passionnel qui explique le titre que vous avez choisi, même si la distance est prise, on l'a vu avec l'enfant que vous étiez. Et cet amour exclusif, ce désir d'être comme lui, d'être lui-même, de confondre son existence avec la vôtre, de réduire l'univers à vous deux, est-ce que ça ne relève pas de ce besoin de réparation, d'une volonté d'accomplir à sa place la destinée qui lui a échappé, et de vous accomplir en fait dans ce vœu qu'il formait pour vous du bonheur? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'effacer ce qui est resté pour lui inachevé et de lui rendre à travers vous la place qu'il méritait, la place du Père? Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'elle dit souvent, qu'elle répète dans ce livre, qu'elle est là pour montrer finalement à la destinée qui a voulu en fait mettre son père au plus bas et finalement de montrer à cette destinée qu'elle accomplira ce que lui n'a pas pu accomplir. Et donc voilà, et je pense aussi, ce livre c'est vraiment une histoire, un message d'amour. Un cri, hein, on dit un témoignage que crie en amour, c'est bien. Les éditions Médianamis ont bien compris. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment un cri d'amour, c'est vrai. C'est plus qu'un message, c'est un cri d'amour d'une fille pour son père. Une fille qui a eu la chance d'avoir un père formidable et qui veut l'exprimer, qui veut le lui dire. À lui qui est taiseux, qui n'exprime pas ses émotions. Elle est comme lui, donc elle n'arrive pas à le dire, et donc elle l'écrit. C'est vrai que vous lui ressemblez quand même beaucoup, vous le dites à certains moments, et vous en voulez même de lui ressembler, parce que lui n'arrive pas à dire, et vous non plus, quoi. Vous n'arrivez pas à dire cet amour. Il a vraiment fallu l'écrire, quoi. C'était plus facile, en tout cas, pour moi. C'était plus facile que de dire à son père, je t'aime. Pour moi, en tout cas, c'était plus facile, oui. Ça doit peut dire plus de choses aussi.
Alors, tout au long de ce texte, ce que j'ai beaucoup aimé, vous décrivez avec précision le quotidien. Les petites choses, les petits détails. Vous êtes dans un train, vous décrivez comment on descend du train. Ces petits détails de la vie qui imprègnent ce livre et qui le font baigner dans une vraie vérité. Une vérité simple, la vérité des gens ordinaires. Et ça, c'est vraiment très bien. Et ça donne une présence singulière, très mouvante d'ailleurs, au fil des émotions. Par exemple, j'étais très frappée par ça. Lorsque votre grand-père annonce à votre mère que son fils doit quitter l'école, cette fameuse scène où le grand-père annonce, oui, à sa femme que votre père donc, doit quitter l'école, vous écrivez d'abord, parce qu'il va entendre ça. Le chant des criquets ajoute sa touche poétique à la scène. Mais quelques lignes plus loin, vous écrivez « Les criquets s'évertuent à poursuivre leur chant maléfique. Quand la nouvelle est connue, les criquets, c'est plus tellement beau. » Et ça, ce sont des subtilités d'écriture. Pourquoi ? Parce que la réalité a changé, votre père ne retournera plus à l'école. Et de la même façon, vous dites, quand votre père aura disparu, car votre père n'est plus de ce monde, vous dites qu'il ne reste rien de l'émerveillement que vous éprouviez en passant devant un chantier de construction. Parce qu'il a travaillé sur des chantiers de construction. Et quand vous contemplez votre père, parce que, métape, on n'est pas dans le regard quelquefois, on est dans la contemplation. Quand vous contemplez votre père, tous ces gestes sont montrés au ralenti. Comme si vous savouriez cette vision. Et on entre dans une sorte d'esthétisme. Là, franchement, oui, il y a quelque chose qui se passe. Remarquez, on avait compris, hein, entre la fille et le père. Je lis. Je tourne la tête pour te répondre et l'image que tu me renvoies me laisse coite. Tes traits sont magnifiés par un rayon de soleil qui perce la grisaille. La caresse de cette lumière sublime, les gouttes d'eau qui dégringolent le long de la vitre derrière toi. Il me semble que jamais je ne pourrais me lasser de te contempler, tandis que tu regardes la route. Voyez-vous, c'est quand même très très beau, cet esthétisme. Est-ce que c'est pas au nom de cette noblesse qui émane de votre père, parce qu'il émane une vraie noblesse de votre père, que vous auriez voulu qu'il sache que le monde dont il rêvait, eh bien, tout compte fait, il est infiniment moins beau que lui, parce que votre père il pensait que c'était mieux ailleurs. Et vous, c'est pas sûr que vous trouviez ce monde aussi beau que ça. Vous dites après que vous détestez les bourgeois. Donc, est-ce que c'est pas, vous voulez pas lui dire que, contrairement à ce qu'il a pu penser, c'est lui qui était noble, et le monde vers lequel on va, cet Éden, il est bien ordinaire. Mais justement, c'est ça, c'est la simplicité. Alors tout d'abord, elle dit, elle déteste la petite bourgeoisie, pas les bourgeois, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle grandit dans la simplicité. Lui aussi, le grand-père aussi. Mais en fait, et eux, à chaque fois, aspirent à des choses formidables. Ils veulent s'élever dans la société parce qu'ils ont des images, ils rêvent justement de ce qu'ils n'ont pas. Mais ce qu'elle veut montrer, c'est que dans ces choses simples, il y avait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de plus de choses. Il y a une scène où il lui offre une peluche, c'est très banal finalement. On offre une peluche et puis c'est tout. Mais elle raconte la chose, elle voit les choses différemment, puisque pour elle, c'est tellement simple pour d'autres, mais en fait, c'est tout. Ça représente le monde pour elle, recevoir cette peluche. Et c'est ça, en fait, qu'elle essaie de dire à son père. C'est que dans toutes ces choses simples, c'était ce qu'il y a de plus beau pour elle. Et puis, quand elle arrive justement dans cette petite bourgeoisie, elle ne comprend pas l'attrait, finalement. Son père la pousse, justement, à mettre un pied dans ce monde-là que lui ne connaît pas. Mais une fois qu'elle y est, elle se rend compte que la simplicité des choses qu'il lui a offertes était bien évidemment au-delà de tout ce qu'elle peut s'offrir avec finalement, une fois qu'elle rentre dans cette classe sociale bourgeoise, on va dire. Alors, il y a une scène aussi assez emblématique qui est la scène de la panne de voiture dans la neige. Elle est très significative, elle aussi. Cette voiture rend l'âme. Alors, vous l'aimez bien, cette voiture, parce que c'est là qu'il y avait les chances dans le rétroviseur. Elle ne redémarrera pas. Je ne dis pas que ça vous plaît beaucoup, cette panne. Mais ça va finir par vous plaire quand même. Toute la famille est dans le froid et dans le vent, et le père va descendre une pente pour tenter de faire repartir le moteur. Peine perdue. Et là, on voit la famille se scinder en deux. D'un côté, il y a la mère et les sœurs. De l'autre côté, il y a le père et la fille.
Vous rejoignez votre père assis au volant, et vous comprenez qu'il faudra abandonner le véhicule, remonter dans le froid et dans le vent, votre main dans la poche du manteau de votre père. Il y a tout un symbole là. Laissez derrière soi cette voiture, qui fut une petite bulle d'intimité, protégée et privilégiée de votre père. Autrement dit, laissez derrière soi le passé et affronter, comme vous le faites dans cette pente, un avenir qui risque d'être quand même difficile. Elle est très emblématique, cette scène de la neige, avec toujours des mots extrêmement simples. Je vous lis. Le souvenir de cette nuit continue de me hanter. Tu avances, sans rien exprimer de ton agacement, tandis que tu luttes contre le souffle du vent qui fouette ton visage. Tu parais soucieux, bien que tu t'interdises de partager avec moi la colère qui te ronge. Ma main, enserrée par la tienne, est à l'abri dans la poche de ce manteau que tu portes chaque hiver. Un manteau marron, usé par le poids des années, et dont tu as remonté le col jusqu'aux oreilles pour te protéger du froid. La figure à moitié cachée par l'écharpe que tu as enroulée autour de ton cou, tu t'assures de me garder à ta hauteur, comme si tu craignais qu'une bourrasque ne vienne m'arracher à toi. Dans la féerie des illuminations de Noël, qui ornent les fenêtres des villes devant lesquelles nous passons, je me sens l'esprit d'une guerrière, apte à endurer les pires calamités, tant que tu seras à mes côtés pour me donner des forces. C'est dans cette voiture, ces clins d'œil complices qui fait naître chez vous le désir, vous l'avez dit, de raconter cette histoire. Mais je vous ai demandé comment vous aviez vécu ça. Je voudrais vous demander comment il est né ce lien d'élection qui fait de vous la seule dépositaire de la vie de votre père, celle qui va recueillir les souvenirs de la vie. Comment il est arrivé ce lien d'élection? On se croirait chez Baudelaire, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. En fait, elle raconte, donc la narratrice finalement, elle raconte l'histoire, c'est sa vision des choses. Donc elle raconte cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, mais bien évidemment, elle vit dans un fantasme. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Elle est dans son fantasme d'un amour exclusif où le père n'aime qu'elle et elle n'aime que le père. Et c'est pour ça que dans la première scène, c'est la scène vraiment très importante parce que c'est la première fois qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule. Qu'elle n'est pas toute seule, bien évidemment. Et ça, on le comprend aussi au fil des pages. Le père, bien évidemment, il aime son père à lui, il aime sa famille, il aime ses enfants, ses filles. Mais elle vit justement dans cette bulle. Et je voulais en fait vraiment mettre en avant vraiment cet amour-là qu'elle raconte pour insister justement sur la beauté du père, pour insister sur la beauté de leur relation et d'une relation père-fille. Un peu fantasmée. Un peu fantasmée. Ouais. Voilà. Oui, je vois ça. Alors, en filigrane de votre récit, on lit évidemment le drame de l'exil. D'abord, quand il s'en va, il est sur un chantier de construction, et pour ne pas perdre son travail, et parce qu'il ne connaît pas la langue pour se défendre, il porte les sacs de ciment que les autres devraient porter. Jusqu'à ce que le contremaître dise qu'est-ce que c'est que ça. Ensuite, quand il est devenu épicier, il subit les outrages des racistes, qui disent d'ailleurs non, mais vous n'êtes pas comme ça, mais alors les autres. Voilà. Les racistes qui ne supportent pas la présence des immigrés en France, mais qui n'hésitent pas quand même à se servir à l'épicerie d'un de ces immigrés, parce qu'elle est ouverte plus tard. Donc, en contrepoint, on perçoit encore la noblesse de votre père qui donne à une femme immigrée, jetée dehors par son mari, l'argent qu'il avait péniblement gagné pour qu'elle reconstruise sa vie. Et quand il est affronté aux insultes racistes, alors que vous, ça vous met dans un état de rage noire, il se tait, il préfère aller s'occuper des chats errants. Et évidemment, parce que ces chats errants, ils lui ressemblent tellement. Vous vous révoltez. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'apparente résignation, quelquefois, cette sagesse qui consiste à ne pas s'acharner à sauver des causes perdues? Est-ce que c'est pas par là que peut passer l'intégration, comme le démontrent ces chats d'ailleurs? Parce que vous dites, ces chats, moi, je ne les intéressais pas. Mais ils acceptent la promiscuité avec votre père. Ils acceptent parce qu'il y a la même sagesse. Est-ce que ce n'est pas la grandeur de votre père de s'être résigné pour que vous, Métable, vous n'ayez jamais à vous résigner? Oui, c'est une grandeur, c'est une sagesse que je ne pouvais pas comprendre, qu'elle ne pouvait pas comprendre. Donc au moment où elle rentre à l'université, elle est encore jeune, elle a cette énergie, cette fougue en elle, donc elle est vraiment en colère. Mais lui, il a vraiment cette sagesse voilà, de se dire, finalement, il faut plutôt se préoccuper des gens qui
qui en valent la peine finalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il partage avec ses chats. Donc les chats lui rendent ce qu'ils lui donnent. Donc on a vraiment cet échange. Et puis laisser partir les gens qui peut-être ne comprennent pas. Et donc voilà, oui. Et ce thème des chats, il revient, hein, cette sagesse des chats. Il va s'occuper de ses chats. Il répond pas parce que ce qui est plus pressant, c'est d'aller donner à manger à ses chats. Et au fond, c'est vrai que donner à manger aux chats, c'est quand même la première chose à faire. Mais honnêtement, c'est thérapeutique. Hein. Oui, je pense. Je pense. Donner à manger aux chats, c'est merveilleux, c'est féerique. Hein. Et mon père adorait les chats. Donc il avait un jardin et il nourrissait vraiment une dizaine de chats errants. Les chats revenaient à chaque fois et il adorait ça parce que c'était vraiment, pour lui, c'était thérapeutique. Ça lui donnait des forces mentalement et puis il adorait ça. Et en fait, pour la petite histoire, ces derniers jours, donc nous on s'occupe des chats. À nouveau, mon père n'est plus là, mais nous on s'occupe des chats. Et pour l'avoir fait aussi, je vous assure, c'est thérapeutique. On ne pense plus à rien, on est avec les chats, on les nourrit, et voilà. Donc c'était la raison pour laquelle j'inclus les chats dans cette histoire, c'est aussi pour lui, c'était une des caractéristiques, ou une des choses qui me vient en tête quand je pense à mon père, parce que tellement il adorait les chats, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Et puis, vous grandissez. Alors, on vous voit d'abord à la gare, vous revenez chez vous après vos premières semaines à l'université, et vous écrivez « Je ne suis plus une enfant ». On vous sent davantage dans la retenue. Vous ne courez pas vers lui comme vous l'auriez fait, vous n'osez pas. Vous ne prenez pas son écharpe qu'il vous donne parce que vous avez oublié la vôtre. Vous écrivez « Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. C'est à mon tour de prendre soin de toi. » Alors, l'amour perdure, toujours aussi fort. Mais vous n'êtes plus la petite fille que vous étiez. Quand vous apprenez, par exemple, qu'il a trouvé un donneur pour cette maladie qui l'affecte, vous accueillez cette renaissance, vous le projetez dans un avenir heureux, le cœur léger. Et puis, c'est à ce moment qu'on voit surgir d'autres membres de la famille. Vous avez grandi, les choses reprennent leur place. On s'éloigne un peu du fantasme. Et on voit qu'il y a votre sœur dans la cabine téléphonique, quand on apprend que votre père a été hospitalisé. Il y a votre mère à l'aéroport. Et on a l'impression qu'un nouvel ordre familial va naître. Vous êtes en train d'accomplir la promesse faite à votre père, de partir. C'est vrai, vous êtes en train de l'accomplir. Et on voit changer quand même les choses. On les voit un petit peu différentes. D'ailleurs, on est dans la partie 3 de votre texte. Et on voit, si vous voulez, que vous avez grandi. Et malgré tout, son rêve qui s'est concrétisé, c'est vrai, votre père est triste. Il pleure, et quand vous revenez au pays le voir, il y a entre vous beaucoup plus de phrases elliptiques, on le voit, là, plus de silence. Quand vous l'invitez chez vous, vous lui dites de venir, il vous répond « Ce pays me suffit ». Et surtout, le chapitre s'achève avec ce couple qui est formé par un homme d'âge mûr avec une toute jeune fille. Alors évidemment, il doit projeter, lui et sa fille, et ça semble bouleversé. C'est sa culture qui lui donne ce regard, et cette culture, c'est plus tout à fait la vôtre. Alors, quand on sacrifie tout à sa fille, à ses enfants, pour leur devenir, à sa famille, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dépossédé de soi-même? Oui, et c'est vraiment... Alors, tout d'abord, Charlotte, votre analyse du livre est fantastique parce que vous avez vraiment capturé mais vraiment tous les points que j'essayais de souligner dans le roman, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est ça, en fait. Donc, elle a grandi à ce moment-là, et elle commence à devenir comme lui. Donc, elle devient... Voilà, elle aussi, il y a plus de silence entre eux. Il y a la place des sœurs voilà, les sœurs prennent plus de place, la mère aussi. Pourquoi? Parce qu'elle grandit. Ce n'est plus la petite enfant folle amoureuse de son papa, si on peut dire. Elle grandit, elle devient comme lui, et elle le comprend mieux, et ils se comprennent dans ce silence, dans ces silences-là. Et donc voilà, quoi, c'est vraiment l'évolution de cette narratrice qui mûrit, qui grandit et qui devient vraiment comme lui, quoi, au fil des pages. Alors, les derniers chapitres de ce roman sont profondément mélancoliques. Ils sont toujours chargés d'amour, évidemment. Quand vous lui dites « Regarde-nous », là vous lui dites gentiment « Regarde-nous, nous nous en sortons bien sans toi ». Et même moi, en tant que mère, ça m'a fait tomber de l'huile bouillante, quoi. « Regarde-nous, nous nous en sortons bien sans toi ». Vous le dites parce que vous voulez le rassurer. Or, c'est comme si soudain vous lui arrachiez l'âme. Et puis il y a l'image télévisée de ces migrants qui lui ressemblent tant.
et ça fait surenchérir le désarroi. Ce père qui était votre force, vous le découvrez vulnérable, condamné à accepter les déceptions et les désillusions d'une vie vouée à n'être qu'une accumulation de rêves brisés. On le sent devenir vulnérable. Et vous ne supportez pas bien ça. C'est pas trop facile pour vous de supporter ça. Je lis. Ma vue, la vision de ta chair, peut-elle s'émanciper de la réalité afin de faire disparaître le lot de misères liées au destin de l'homme que tu es? Se volatiliserait-elle sous mon regard si je le désirais plus que tout? Se transformerait-elle en richesse dont tu aurais tout à gagner si je priais le ciel chaque jour de mon existence? Serais-tu capable de récupérer ta vigueur perdue et ton entrain passé pour le métamorphoser et redevenir celui que tu as été? Celui que, dans ma tête, tu es demeuré. Et là, si vous voulez, l'évidence arrive pour lui. L'évidence, c'est de rentrer au pays. Il a fini son travail. Là où sont ses racines, là où est son père, avec qui, enfant, il observait les étoiles depuis le toit de leur maison, qui lui racontait sa vie. La boucle est bouclée. Votre père est devenu vieux, il va retrouver le temps qui lui appartient. Et ce temps qui lui appartient, ce n'est pas celui d'exil. Est-ce que l'écriture de ce livre n'était pas nécessaire pour donner un sens à cette vie sacrifiée, mais où la vôtre a puisé sa force? Ah oui, moi je dis tout le temps, enfin je me dis et je le dis aussi, finalement en écrivant son histoire, j'espère l'avoir rendue immortelle. Oui, parce que je me dis, enfin l'auteur n'a pas d'importance, c'est l'histoire qu'on raconte, son histoire à lui. Et je me dis toujours, ben, si dans 5 ans, dans 100 ans, une personne trouve ce livre dans une bibliothèque ou en ligne et se replonge dans cette histoire-là, ben, mon père revit en quelque sorte, parce que son histoire maintenant, elle est éternelle. Et pour quelqu'un qui a été vraiment touché par la fatalité très jeune, qui rêvait de plein de choses et qui n'a pas pu vraiment les accomplir, je pense que c'est vraiment une façon de lui dire que sa vie, elle valait vraiment beaucoup plus que, je pense, ce qu'il pensait. Comme dit Gabriel Garcia Marquez, je la vis pour la raconter. Voilà, c'est très important de la raconter parce que quand vous la racontez, effectivement, il accède à une sorte d'éternité, c'est sûr. Et cette éternité, vous avez vraiment voulu lui donner. Alors, je vais vous poser une dernière question. Le dernier chapitre de votre livre est particulièrement touchant. Vous êtes dans tout l'ensemble de votre livre est très touchant. L'ensemble, mais il y a des moments qui sont peut-être plus touchants que d'autres. Vous êtes dans un restaurant d'autoroute et vous ne savez ni l'un ni l'autre exprimer l'amour que vous vous portez. C'est terrible ça. Vous ne savez pas, c'est pas, vous ne savez pas. Au fond, vous vous ressemblez. Dans ce dialogue, il y a une voix donc. Vous vous êtes toujours adressé à votre père en disant « tu », car cet amour ne peut se dire que par les mots écrits. Alors ce père, il est pour vous, les mots sont forts, la plénitude. Et l'on observe que pour la première fois, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, parce que c'est plus facile pour le lecteur de le remarquer. Pour la première fois, vous l'appelez papa. Vous avez remarqué? Vraiment bien analysé le livre. Je l'ai fait exprès. J'ai pas voulu mentionner. Elle ne dit jamais papa. Jamais. Dans le livre. C'est la première fois qu'elle le dit. C'est la première fois. Et c'était vraiment fait. Voilà, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Tout à fait. Je voulais vraiment. C'était comme si à la fin, elle l'appelait enfin par. Oui. Voilà. Elle a grandi, elle sait lui dire les choses, elle n'est plus dans le fantasme, et voilà. Donc quand on est dans le fantasme, on peut vouloir se marier avec lui, petite, je disais que je voulais me marier avec toi, mais quand on n'est plus dans le fantasme, on peut l'appeler papa, on peut lui redonner sa place, ce que vous ne disiez pas dans votre titre. Et vous avez, il y a effectivement, je ne veux pas tout dire, mais bon, il y a quelque chose de très beau que je viens de dire là, quand vous écrivez « Rappelle-toi, je disais que je voulais me marier avec toi, papa. Existe-t-il un témoignage plus criant d'amour? Dis-moi. » Vous employez le mot « criant ». Ce texte, c'est en effet un cri d'amour où se fait entendre, j'ai l'impression aussi, et je vous pose la question, est-ce que ne se fait pas entendre dans ce texte la douleur de tous ces exilés qui ont dû renoncer à leurs rêves pour que vivent d'autres rêves et d'autres chemins? C'est ça qui lui donne sa porte. Est-ce que c'est ça, que vous voulez dire? Oui. C'est pour ça aussi que j'utilise une citation de Nazim Hikmet au début du livre, qui parle de l'exil en disant que c'est très difficile l'exil, que c'est très dur,
parce que lui aussi était dans cette situation où il ne pouvait pas rentrer, bon, pour d'autres raisons, mais il ne pouvait pas retourner en Turquie. Et il devait vivre avec cette souffrance-là, de ne pas pouvoir rentrer. Et puis il y a vraiment cette... c'est la même chose pour le père, mais pour la mère, enfin, c'est la même chose pour tous les hommes et toutes ces femmes qui ont dû quitter leur pays et qui ont, en quelque sorte, qui vivent avec cette douleur constante. Voilà, de ne pas pouvoir rentrer, de rester ici parce que les enfants sont ici et qu'il faut rester pour les enfants, mais qui chaque jour pensent à leur terre natale et ils doivent accepter de vivre avec cette souffrance-là parce que c'est vraiment une souffrance, je pense. Et je pense que votre livre prend sa dimension ici, ce livre sur la paternité, ce livre sur tous ceux qui ont souffert de l'exil, et en disant papa à votre père, toutes les filles, elles peuvent dire papa à tous les pères exilés du monde, et ça, c'est pas ce qui m'a le moins bouleversé dans ce texte. Merci beaucoup, Métab. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ce très beau livre que vous avez écrit. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Métab? Comment ont réagi vos sœurs par rapport à ce livre? Elles ont été vraiment touchées par ce livre. Il faut savoir que moi, quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas dit, en fait, je ne l'ai pas annoncé à ma famille que j'avais écrit ce livre. Ils n'ont pas été surpris parce qu'ils savaient que j'écrivais et que j'avais des rêves de devenir écrivain, mais je ne l'ai dit à personne. Je l'ai envoyé aux maisons d'édition par la poste et je ne l'ai dit à personne. J'ai reçu un coup de fil de Viviane Ami pour me dire qu'ils voulaient signer pour ce livre. Je ne l'ai dit à personne. Et parce qu'en plus, il fallait tout le travail éditorial, donc ça a pris du temps. Et je l'ai vraiment dit quelques mois avant, tout d'abord à mes parents, que le livre allait sortir. Et à mes sœurs, je l'ai dit vraiment quelques semaines avant, parce que je voulais pas leur éviter l'attente aussi, de devoir attendre, ça aurait été trop long. Et donc ça a été vraiment pour eux une surprise voilà, de découvrir ce livre. Ils n'ont pas lu le manuscrit, hein, donc ils l'ont découvert avec le livre, en tenant le livre dans la main, et je voulais vraiment leur faire la surprise aussi. Donc, mais en tout cas, voilà, elles étaient vraiment... je pense qu'elles sont très fières aussi, je pense. Ce lien privilégié que vous avez avec votre père n'a pas provoqué la jalousie de vos sœurs, non? De votre maman? Non, je ne dirais pas ça. Mon père était très proche aussi de mes sœurs. Elles étaient aussi très très attachées à mon père. On était toutes. Hein. Après, peut-être, moi je suis la dernière la plus petite. Je suis la Benjamine. Peut-être qu'il y a un petit côté un peu plus... voilà, la relation est peut-être un peu différente. Et je pense aussi, ce qui faisait aussi la différence, c'est, moi je pense, c'est le caractère. On avait le même caractère et on se comprenait beaucoup. Donc au-delà même de la relation père-fille, dans la relation adulte à adulte, on se comprenait beaucoup. Et je pense que ça m'a permis d'écrire ce livre parce que je comprenais vraiment voilà, son ressenti. Mais donc pas de jalousie, je pense pas du tout. Non, non. Et puis on voit l'évolution, on voit bien ce passage du fantasme à autre chose, à quelque chose de différent qui est que vous avez grandi. Donc, et c'est ça, moi quand je vous ai accueilli à la gare, j'ai accueilli une Métab qui avait grandi. Vous auriez eu 10 ans de moins, peut-être que vous n'étiez pas pareil. Mais je pense qu'à 10 ans, à 20 ans, à 30, à 40, et je pense encore à 50, je pense qu'on évolue, on change. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, mais il y a vraiment, quand on vieillit, il y a une sagesse, une maturité. Enfin, je dis ça, je ne dis pas que je suis sage, mais je veux dire, il y a vraiment, on change un peu. Vous êtes peut-être pas sage, vous n'êtes pas vieille non plus. J'ai eu 40 ans. Oui, mon Dieu, terrible, c'est terrible. Là, vous voyez, dans la salle, il y en a plein qui pleurent leurs 40 ans. Hein. Commencez par moi. Mais je pense vraiment qu'il y a une différence. Il y a 20 ans, j'étais différente. Il y a 30 ans, il y a maintenant. Et puis voilà, quoi. Quand vous écrirez un prochain livre, est-ce que votre père en sera encore le sujet? Ou est-ce qu'il inspirera des personnages? Moi, je pense qu'il y aura toujours une part de lui dans les livres. Je pense parce que je travaille sur le deuxième. Et effectivement, moi, je le sais, je le vois, et même
même si je ne le veux pas, hein, ça vient automatiquement dans les personnages, dans les situations. Il y a toujours quelque chose de lui qui revient. Donc, et je pense que c'est une force, vraiment. Je pense que c'est quelque chose que j'aime regarder. Voilà. Et de toute façon, ça vient naturellement. Donc, C'est la première fois que j'entends une fille parler de son père en employant le langage mathématique. Je suis une extension de toi. Une autre question? Oui, dans votre livre, on ne sent pas du tout le poids de la culture musulmane. Votre père a su s'en extrapoler complètement pour élever ses filles et non pas les embêter avec des choses épouvantables qu'on peut imaginer. Je trouve ça vraiment extraordinaire, moi personnellement, qu'il a pu s'en extraire alors qu'il n'avait pas de culture, il n'avait pas de livre, rien du tout. Et je trouve ça extraordinaire, personnellement, vraiment, hein, c'est sincère. merci. Non, je pense qu'il est aussi, il vient d'une famille comme ça aussi, donc, et du côté de ma mère aussi, donc ce sont des gens très ouverts et progressistes, je dirais. Mais donc voilà, il a vraiment, je le vois même presque comme un féministe dans un sens, parce qu'il a vraiment beaucoup poussé ses filles à vraiment être indépendante. Ça vient de lui aussi. Moi, je me souviens qu'il me disait quand j'étais petite, de ne pas dépendre financièrement de quelqu'un, de travailler pour être indépendante, etc. Donc toute cette partie, je pense que ça vient de lui. Donc vous avez raison, moi je le remercie beaucoup pour ça. Donc mon père était kurde, ma mère est turque, donc moi je suis entre les deux. Des fois on me pose la question comment une union entre un kurde et une turque peut se faire, mais il faut savoir qu'ils sont, je pense que c'était basé sur l'appartenance religieuse. En fait ils sont musulmans mais à Lévis, je ne sais pas si vous connaissez la différence, donc c'est un peu différent. Ça ne descend pas de la branche sunnite, c'est vraiment quelque chose de différent, et donc du côté de ma mère et du côté de mon père, et donc forcément, je pense que l'union se fait à ce niveau-là. Ce sont aussi des minorités en Turquie. Quand on est à Lévis, on fait partie de la minorité. C'est une minorité qui malheureusement a été persécutée, et je pense qu'elle l'est aussi encore aujourd'hui malheureusement. Pardon ? Non, mon père vivait plus dans le centre de la Turquie, mais il vivait dans un village kurde. Donc quand il était petit, par exemple, il ne parlait pas le turc, il a grandi en parlant le kurde, parce que tout le monde, en fait, les Kurdes restaient ensemble, forcément. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu une loi qui a interdit l'usage du kurde, et puis ils ont dû commencer à parler le turc. Mais donc voilà, quoi, je pense que ça allait au-delà de l'appartenance ethnique, mais davantage l'appartenance, je dirais, religieuse ou minoritaire. Il était déjà un peu étranger dans son propre pays. Oui, enfin, dans un sens, oui. Oui. Une autre question. Oui. Est-ce que du fait de votre filiation, et comme vous parlez de la souffrance de l'exil avec beaucoup de véracité, est-ce que vous-même avez ressenti un sentiment qui ressemblerait à cette souffrance de l'exil? C'est particulier pour moi, et pas uniquement pour moi, pour les jeunes issus de l'immigration, enfin, en tout cas tous les parents viennent d'ailleurs, mais qui sont nés ici. Moi je l'ai ressenti quand j'étais jeune, parfois avec colère quand j'étais adolescente ou plus jeune encore. Mais dans un sens, oui, parce que on veut appartenir à une communauté. Je pense que c'est important pour l'être humain de se sentir, de se sentir en quelque sorte faire partie d'une société, d'une communauté. Et puis on a vraiment cette attirance pour le pays d'origine, mais c'est assez flou, enfin, c'est différent parce que on n'est pas vraiment considéré comme étant de là-bas parce qu'on est né ailleurs. Et il faut trouver sa place ici aussi. Et parfois on nous fait sentir qu'on n'est pas non plus d'ici, et donc on est entre les deux. C'est une souffrance aussi. C'est une souffrance, et moi je pense que c'est une souffrance, et parfois je vois, j'ai vu quand j'étais plus jeune, ou parfois quand je vois dans les news, on a parfois des cas où on a justement des difficultés avec des jeunes issus de l'immigration peut-être, mais il y a une souffrance, moi je pense, qui est
en eux, et puis peut-être que ça s'exprime d'une mauvaise manière, ou ça s'exprime comme ça. Moi, je pense qu'il y a une souffrance, parce qu'on veut appartenir. C'est peut-être pour ça que vous la décrivez si bien, C'est gentil, mais sans doute, oui. Une autre question. Alors, s'il n'y a pas... Pour une communauté, en fait, vous vous êtes exilé, puisque vous êtes maintenant, enfin, vous avez été à New York, vous avez été à Dubaï. Et vous êtes maintenant à Dubaï, je ne sais pas depuis combien de temps, et si vous comptez y rester. Vous êtes journaliste, on ne l'a pas précisé. Alors, j'ai fait des études de journalisme, je me suis orientée vers la communication, et effectivement, j'ai travaillé un peu partout, j'ai travaillé à Singapour, à New York, à Tokyo, j'ai même été en Inde pendant quelques temps, mais bon. Et maintenant, aujourd'hui, je vis à Dubaï depuis 6-7 ans. Je pensais m'installer pour 2 ans, et puis je suis restée là-bas. Mais oui, je pense à peut-être revenir. De toute façon, il faut revenir là où on est né, finalement. Il y a toujours cet appel de sa terre natale. Ma terre natale, c'est ici, c'est la Belgique, je veux dire. Et donc, voilà. Je ressens aussi parfois le besoin de retourner en Belgique. Et vous avez bien converti l'exil en voyage. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très net dans votre texte. Donc, on va vous remercier beaucoup, Béthal. Je pense que vous méritez encore d'être applaudi. On va vous retrouver pour dédicacer votre livre, ce témoignage, comme dit Viviane Ami, criant d'amour pour votre père.